Paris, Tokyo, Sydney, Vancouver, le phénomène de la gentrification se remarque et se reproduit dans plusieurs grandes villes du monde. Le terme gentrification ou embourgeoisement qualifie l'appropriation de certains quartiers par des groupes financièrement plus aisés, entraînant le déplacement de populations initiales souvent moins nanties. Qu'en est-il de la gentrification à Montréal? Comment démarre le processus? Jusqu'à quel point affecte-t-il les résidents initiaux? À qui profite le changement de ces quartiers? La transformation que subissent les villes est un phénomène naturel et inévitable, et le cycle de vieillissement des quartiers leur fait graduellement perdre de la valeur. C'est ainsi qu'une nouvelle génération de gens plus fortunés s'y installe afin de capitaliser sur cette perte. À Montréal, on observe ce phénomène sur le plateau Mont-Royal, bien sûr, mais aussi à Saint-Henri, dans Villeray et dans Hochelaga-Maisonneuve, d'ailleurs rebaptisé OMA. C'est des phénomènes qui se produisent, qui répondent à des logiques économiques, à des logiques culturelles. Donc, généralement, il n'y a pas de décision consciente. C'est certain que les gouvernements, les municipalités, dans certains cas, peuvent essayer d'induire le mouvement ou par leur politique, peuvent accélérer le mouvement. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de décisions concertées de manière générale. Quand tu te promènes moindrement un peu dans le quartier, tu te rends compte qu'il y a des constructions qui se trouvent à être des constructions nouvelles, qui ont l'air d'être faites pour les gens qui ont quand même beaucoup d'argent. En fait, ça n'a pas l'air d'être fait pour des gens un peu d'une classe sociale comme on s'attendrait qu'il y a à Hochelaga. J'essaie de distinguer entre le changement naturel, évolution naturelle des choses, puis ce que j'appelle peut-être des explosions qui arrivent dans des quartiers que pour moi, je pense que c'est pas naturel. L'embourgeoisement des quartiers propose tout de même quelques avantages. Il tonifie les infrastructures urbaines et diversifie les services. Il permet à de nouveaux commerces de se développer, ce qui fait que les résidents ont l'opportunité de découvrir de nouveaux produits et de bénéficier de services à proximité de leur domicile. L'afflux de nouvelles populations un petit peu plus fortunées fait en sorte que les services ont tendance à se consolider, l'offre de services a tendance à se consolider. Et au final, ça bénéficie à tout le monde. Comment j'ai fait mon choix, en fait, de prendre possession de ce commerce, c'est que le quartier est en pleine expansion en ce moment. Donc, on voit beaucoup un changement au niveau de la clientèle. C'est sûr que ça s'en va vers le plus haut de gamme aussi, là. J'ai la chance d'avoir une clientèle qui me pousse à aller chercher des produits qui sont de plus en plus de qualité, que ce soit en importation privée ou des produits qui sont très nichés. C'est toute une chance de pouvoir avoir une demande comme ça de tes clients. Je vends du café filtre à 1,50 puis je vends du Gravlax, puis des choses un peu plus... mais tu sais, c'est très inclusif ici. C'est pas réservé à des gens qui ont nécessairement de grands moyens. Le plus gros avantage, ce serait qu'on a une espèce de sentiment de sécurité, que ce sont des personnes de moyenne et haute classe qui vont habiter ici. Donc, vu que le quartier est moins pauvre, on peut s'attendre à moins d'insécurité, moins de sensations qu'il va y avoir du crime. C'est une population qui a des moyens socio-économiques plus importants que la population d'indigènes. Alors, c'est sûr que dans une perspective de développement durable, il est souhaitable de développer, de densifier les quartiers centraux en question. La gentrification devient cependant problématique lorsque des promoteurs immobiliers effectuent la transformation de logements en condos. Ces spéculateurs contournent parfois les lois et les règlements, forçant ainsi les locataires à quitter leurs appartements pour exécuter la construction et la rénovation massive des immeubles. Cette soudaine activité augmente alors le coût des habitations environnantes. Elle engendre l'exode des populations locales, incapables de suivre l'augmentation des loyers. Le quartier perd de son histoire, voire de son authenticité, étant donné qu'on observe la disparition de populations qui y résidaient depuis plusieurs générations. Les spéculateurs disent « Bien là, ça c'est des bonnes places, c'est couru. On prend les studios, on prend les logements, on rénove de façon cosmétique assez rapidement, puis on vend ça des gros prix. » Fait que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre l'âme d'un quartier, la disperser, l'envoyer à un autre endroit, mettre des gens dans un quartier de façon artificielle, forcée, provoquée, avec le seul niveau de reconnaissance, c'est niveau économique, parce qu'en fait, ça prend des gens qui ont de l'argent pour acheter des condos 4,5 à 375 000 $. Là.
je vois pas en quoi c'est bénéfique pour tout le monde. Le quartier, ce qui fait que Hochelaga est un quartier, c'est tout le monde. C'est tout le monde dans le quartier. Les commerçants, le petit peuple. Comme le peuple un peu plus aisé vivait déjà à certaines places à Hochelaga, ça bénéficiait à tout le monde. Mais la gentrification va amener ça ou déroger ça seulement pour rendre ça comme un quartier un peu plus bourgeois. Il y a une chose qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Informez-vous sur la loi, là, puis sur votre droit, puis vous allez voir que les premiers qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à la gentrification, c'est le citoyen. Bien que la transformation des quartiers soit naturelle, la gentrification entraîne inévitablement des répercussions majeures sur les populations initiales. En connaissant leurs droits et les lois, les résidents détiennent le pouvoir d'habiter leur logement et ainsi de conserver le cachet de leur quartier et de jouir des nouveaux services offerts.